Cultiver l'avenir. Cultiver l'avenir. Je suis revenue en ayant vraiment à cœur de défendre le bocage. Pour moi, la haie, c'était vraiment un marqueur important à faire valoir. Cultiver l'avenir. Ce genre de service écosystémique que l'agriculture elle rend, elle est au cœur de la réconciliation entre l'agriculteur et le consommateur. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Une fédération. Un réseau. Pour s'adapter au changement climatique. Et favoriser la biodiversité. Par Laure Sari. Épisode 6. S'engager pour la biodiversité en préservant les haies, chez Sophie dans l'Aisne. C'est le 9 juillet 2024. Je suis en gare de Marseille-Saint-Charles où je vais prendre 2 TGV pour aller à la gare TGV Haute-Picardie où Corentin viendra me chercher et où on ira chez Sophie. Sophie, sur sa ferme, elle a des haies centenaires. Elle s'intéresse tout particulièrement aux haies et aux services écosystémiques qu'elles rendent, c'est-à-dire les bénéfices qu'elles apportent à tout l'écosystème de la ferme. Dans cet épisode, on va donc parler de haies et de biodiversité. Je viens d'arriver en gare TGV Haute-Picardie. Oui. Oui, Corentin, c'est Laure. Bonjour, oui. J'arrive tout de suite, je m'étais garé ailleurs, une voiture avec écrit Bio de France. Normalement, on devrait se voir. Ok, ça marche. À tout de suite alors. Ah je voyais pas du tout Bio de France sur la voiture. Et pas Bio de France, quand j'ai dit ça, je ne savais plus si c'était ou pas. Ah Donc, je me suis un petit peu avancé. Enchantée. Voilà. J'ai vu qu'il allait pleuvoir. Ouais, on a déjà eu les petites averses, donc... Aïe. J'espère qu'on va réussir à faire un peu de... Bah oui, des belles prises, ouais. Après une bonne heure de route, on arrive à Lerzy, où Sophie nous attend. Salut. Ça va? Oui, Bien arrivé? Oui, vas-y. Ouais. Du coup, je retourne voir à la vache dans 1 heure je retourne voir à la vache dans 1 heure. J'ai passé la journée dehors, je pense que je... Pas de soucis, t'inquiète pas. Désolée d'arriver si tard. Hein. Non mais c'est pas grave, ça fait beaucoup de route en plus. Il est déjà 16h. Ouais. À Marseille, c'est ça? Ouais. Levé à Marseille, arrivé... On commence par un café. Vas-y, merci. Ouais, j'ai pas suivi en fait. C'était... non, ça va, t'inquiète, merci. C'est tes parents qui étaient installés ici? Ouais. Alors mes parents étaient installés sur une ferme de 100, du coup ça faisait 155 hectares. Merci beaucoup. Et quand on a dit qu'on voulait revenir ici, ils ont repris une autre ferme. De combien d'hectares? Il y avait une 40aine d'hectares, 35 vaches. Ok. C'était un truc vraiment, il n'y avait pas de culture, c'était vraiment hyper intensif comme manière de faire, tu vois, avec pas d'autonomie, enfin vraiment, et on avait déjà le troupeau en haut qui était en bio, enfin voilà, il fallait convertir ici. Ok. Et c'était une bonne expérience, hein. C'était une mise en route. Un peu dans le dur directement, quoi. Ouais, grave. Et du coup, en parallèle à ça, François, il a quand même développé un atelier maraîchage en plus. François, c'est son conjoint. Et puis moi, j'ai planté un verger. Voilà, on commence à arriver à la 35e en se disant « Waouh, on va se poser un peu !» On cherche à optimiser maintenant. On cherche plus à prendre un peu plus de temps pour nous. Et voilà. Et très vite, on ressort. Alors là, on sort du cœur de ferme et on va dans les pâtures parce que j'ai un petit veau à aller voir, vérifier si tout va bien. Voilà. Alors ici, c'est plutôt les vaches taries et les élèves, quoi. On n'est pas sur le corps de ferme principal. C'était un corps de ferme d'une 20aine d'hectares et avec des haies qui étaient plutôt gérées de manière assez sévère, quoi. C'était des petites haies taillées très fort et donc du coup on en a à la fois replanté et puis on laisse beaucoup de haies monter là en ce moment. On redensifie un peu les haies et on augmente le maillage, quoi. Alors la particularité chez moi ici à Lerzy, c'est qu'il n'y a pas eu de remembrement, donc on a vraiment des haies qui sont multicentenaires.
Elles ont 200 ans à peu près. Et donc on a beaucoup de trognes. Les trognes, c'est très typique de l'Avenois Thiérache. C'est des arbres qui sont coupés ils sont étêtés à 2 mètres. Et en fait, on n'exploite que les branches qui repoussent sur une durée à peu près de 15 ans. Et ça permet d'avoir toujours le même tronc, le même système racinaire, et ça permet de faire monter les branches assez haut. Ça a un intérêt parce que du coup, ça produit très vite. Comme le tronc est encore là, tout de suite, quand on étête, ça rejette très fort, et donc on a des branches qui grossissent vite. Ça permet aussi d'avoir plusieurs étages pour la biodiversité. On a des grands arbres, on accueille plus d'espèces. Et puis ça fait plus d'ombrage pour les vaches aussi, etc. Donc en fait, c'est un système qui nous convient bien. Le seul bémol, c'est qu'il faut réussir à les botter, les arbres. Donc il faut réussir à les couper à 2 mètres, et c'est parfois un peu dangereux. Nous, on le faisait avec le godet du tracteur, mais finalement, on le fait faire avec quelqu'un qui va beaucoup plus vite que nous et de manière plus sécurisée. Donc c'est un petit coup, mais ça va vraiment plus vite que nous. Donc voilà. En fait, tu vois là, on les voit les trognes. Tu vois un trogne tu vois un trogne là qui repousse. Est-ce que tu peux décrire ? Ouais, alors là, on voit bien le tronc. Il est assez gros, hein, et on voit à 2 mètres des rejets de branches qui commencent à pousser. Donc là, il a été coupé il y a 2 ans. Comme si quelqu'un avait les cheveux lâchés, la tête en bas, sauf que c'est vers le haut, quoi. Exactement. On arrive dans le champ avec les vaches. Vous voulez passer ? Ça va, yes. Merci. C'est quoi comme vache ? C'est des Normandes. On a Normande et Montbéliarde. C'est des vaches mixtes, assez rustiques, qui pâturent et qui valorisent bien l'herbe, et qui nous conviennent bien parce qu'elles font du lait assez riche. Elles sont assez solides. Tout à fait ce qu'il faut en bio, c'est pas mal. Du coup, moi, quand je suis revenue sur mon territoire, je suis revenue parce que je trouvais que, contrairement à ce qu'on en pensait, il était hyper riche. Il y avait encore beaucoup de haies, il y a beaucoup de prairies permanentes, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'élevage encore. Et il était très préservé par rapport à d'autres régions. Et je voyais aussi que dans d'autres espaces, dans d'autres territoires, le marqueur paysager, il servait d'identité et de fierté et de critères de développement. Et du coup, moi, ça m'intéressait de revenir dans la ferme et de proposer une vision un peu différente de l'agriculture vers laquelle on tend sans vraiment se poser de questions parfois, quoi. Donc je suis revenue en ayant vraiment à cœur de défendre le bocage. Pour moi, la haie, c'était vraiment un marqueur important à faire valoir. Et dans le même temps où moi je revenais, il y avait des gens en grande culture qui rachetaient des fermes en lait qui arrêtaient et qui du coup arrachaient les haies et retournaient les prairies permanentes. Et c'était choquant pour les gens du village, en fait. Il y avait une sorte de défiance et j'ai pu sentir très très vite, moi, dès 2013, que en fait le monde agricole et la société civile, ils étaient en train de s'opposer, quoi. Parce qu'on partage un espace commun et parce qu'en fait il y en a qui disent qu'ils étaient chez eux et d'autres qui disaient qu'on pouvait pas faire n'importe quoi et qui faisaient que économiquement les agriculteurs pouvaient pas s'en sortir mieux, quoi. Et donc l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on peut faire pour protéger ces haies-là, comment on fait pour créer un espace de discussion entre les agriculteurs et les habitants du village, parce qu'effectivement parfois il faut pouvoir arracher mais en fait il faut aussi pouvoir l'expliquer et il faut en échange proposer quelque chose pour le bien commun aussi. En fait, t'es partie du paysage et de l'amour qu'ont les habitants ici pour ce type de paysage, pour amener la discussion vers les pratiques agricoles. Ouais, c'est ça. Et puis ça interroge aussi... pour moi, c'est au cœur ce genre de service écosystémique que l'agriculture elle rend, elle est au cœur de la réconciliation entre l'agriculteur et le consommateur. Ça veut dire que moi, à partir du moment où je maintiens des choses qui sont pour le bien commun, j'estime qu'effectivement, il y a peut-être un devoir de l'autre côté d'acheter des produits français, d'acheter des produits bio, et de faire attention. Et c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Est-ce qu'on laisse les choses s'entraîner comme ça, ou est-ce qu'on essaie de construire un projet de société commun, quoi. Moi, je trouve que c'est plus intéressant. Puis en plus, ça marche en vrai quand on se donne les moyens. Par exemple, il y a un agriculteur qui voulait restructurer son parcellaire. Il avait eu l'autorisation de retourner une prairie, mais finalement, c'était hyper dangereux pour le village. C'était vraiment quelque chose de très en pente sur un des versants. On est vraiment en pente à l'Erzy, donc c'était un peu embêtant. Et en plus, lui, il voulait arracher tout d'un coup parce qu'on ne pouvait pas paramétrer plusieurs arrachages différents, quoi. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est proposer dans son dossier, appuyer son dossier, lui dire ok, tu peux arracher, mais tu vas le faire en plus longtemps, tu vas prendre le temps de le faire. Et en plus, les haies que tu vas remettre, elles vont être importantes pour le village. Et c'est ça qui a fait que, en discutant en amont avec lui, son dossier est passé alors qu'il serait peut-être pas passé sinon, quoi. Et en fait, ça, c'est du bon sens paysan, mais c'est pas du bon sens paysan tout seul dans sa ferme. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est du bon sens collectif et c'est de l'intelligence collective qu'on met au service de chacun. Et dans ce cas-là, il y a de la réciprocité et ça fonctionne.
Moi, je suis Françoise Gion, la directrice animatrice de l'atelier agriculture Avinois-Thiérache, donc association d'agriculteurs qui travaillent sur le territoire autour de l'arbre, de la haie, des vergers, de la production citricole, autour de l'herbe maintenant, depuis 40 ans. Le label EE, c'est le seul label qui certifie la gestion durable des haies. Ça a été créé, mis en place par le réseau AFAC Agroforesterie au niveau national, mais il a été créé avec les agriculteurs. Alors c'est une démarche pédagogique et d'accompagnement des agriculteurs dans la gestion durable, de façon à ce qu'ils réapprennent les bons gestes par rapport à l'exploitation des haies. Il y a des indicateurs sur l'arbre, sur la haie, l'âge interne de l'exploitation et sur le maillage général, aussi bien au niveau technique de coupe qu'au niveau biodiversité, de façon à ce que les haies rendent tous les services écosystémiques. Donc ça fait travailler sur la biodiversité, ça fait travailler sur l'aspect carbone, ça fait travailler sur l'aspect valorisation, ça fait tout ce qui est aspect auxiliaire, tous les services que rendent les haies. Et si les haies peuvent rendre tous ces services, et elles sont en bon état écologique. C'est-à-dire qu'elles sont suffisamment hautes, larges, qu'il y a une bande enherbée au pied pour pouvoir rendre l'ensemble de ces services. Pour nous, on est en élevage, les haies, normalement c'est simple, là il faut qu'on double clôture, c'est-à-dire qu'on ne sert plus de l'arbre comme un support pour mettre les clôtures, mais on doit clôturer de chaque côté pour que l'arbre puisse se régénérer. Du coup, ça nous demande un effort supplémentaire encore, mais effectivement, quand on voit les cahiers des charges par ailleurs, on voit très bien que la durabilité de la haie, elle n'est pas forcément là. Nous, on a des haies taillées au carré, des haies basses qui font 1 mètre sur 1 mètre et qui ont zéro utilité, quoi. Et ça passe quand même parfois dans des mesures agro-environnementales. Donc l'idée là, c'est vraiment d'aller plus loin. Et je trouve que c'est assez en accord avec l'agriculture biologique parce qu'on travaille vraiment à quelque chose de systémique. On ne va pas simplement s'intéresser à un aspect de la haie, mais on va s'intéresser à toutes ses fonctions. Ça demande un effort et en même temps, on a quelque chose à la fin qui vaut le coup et pour lequel on est fier de s'être donné du mal. Quelque chose de complet et de beau à regarder et en plus de multifonctionnel. Donc ça fait vraiment sens avec le label bio. Je trouve l'ensemble, c'est plus de cohérence aussi, quoi. Voilà. C'est vrai. L'AFAC Agroforesterie, c'est l'association française Arbres champêtres et Agroforesterie. Elle a participé au développement de ce label pour lutter contre la disparition des haies en France. Et ce label, il est complémentaire du label FNAB, qui inclut aussi la présence de haies sur les fermes, mais couvre un panel plus large de pratiques favorisant la biodiversité. Et en parallèle, l'atelier agriculture est adhérent depuis la création de l'AFAC Agroforesterie, donc une association nationale qui a une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans, qui est le réseau d'acteurs autour de l'arbre et de la haie champêtre. On fait de la récolte de graines, d'arbres et d'arbustes champêtres, avec un cahier des charges, de façon à, quand on replante, être sûr de l'origine des plants pour les nouvelles plantations de haies. Françoise vient récolter des graines chez moi, elle les met en pépinière et ça permet à d'autres agriculteurs après de replanter des haies mais avec des essences qui sont vraiment du territoire. Le végétal local, c'est une marque qui garantit l'origine des plants avec une traçabilité. C'est une marque portée par l'OFB maintenant. Je pense que c'est un des atouts qu'on a de l'arbre et la haie dans nos territoires pour avoir de la résilience par rapport au changement climatique. Super, merci beaucoup Françoise. Pour moi, la haie, elle est capitale dans nos écosystèmes. On s'en rend pas encore trop compte parce que ici, dans les Hauts-de-France, il pleut encore bien. Et on s'en rend compte d'une autre manière parce qu'il pleut trop et du coup, il n'y a plus de haies, donc il y a des coulées de boue. Mais globalement, l'idée, c'est d'aller... je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on n'a pas un maillage suffisant de biodiversité et d'infrastructures agroécologiques. Donc ça fait partie de ce que j'essaie de mettre en place à mon échelle. Mais encore une fois, moi, ma ferme, c'est une grosse ferme quand même. Elle fait presque 200 hectares maintenant à la PAC. C'est beaucoup et en même temps, c'est rien. C'est rien parce que en fait, tout autour, s'il y a 25 000 hectares où il y a que des champs à perte de vue, mon oasis à moi, il est joli, quoi, mais il n'a pas d'incidence. Sur l'aspect biodiversité, en quoi ta ferme, elle est différente alors comme Gonzague, je pense qu'il y a un podcast avec Gonzague. Gonzague, vous le rencontrerez dans l'épisode 8.
Comme Gonzague, nous, on a participé à un inventaire justement sur les arthropodes, etc. Et le rôle de la haie dans cette biodiversité-là. Et effectivement, c'est un vrai patrimoine qu'on a. Il y a plein d'espèces différentes, il y a de la densité d'espèces aussi. Et la haie, elle permet ça. Et nous, en bio, parce qu'on a des vaches, mais on a aussi du maraîchage et on a aussi des vergers. Le fait d'avoir des haies pour à la fois entretenir la biodiversité et donc de fait maîtriser aussi les parasites grâce aux auxiliaires et à travailler à cet équilibre-là, c'est super important. Et en fait, ça, il faut qu'on arrive à le démontrer. Et c'est tout l'enjeu, là, je pense, des prochaines années, c'est réussir à dire que la biodiversité, ok, c'est beaucoup plus difficile à compter que le carbone, mais c'est tout aussi important. Et du coup, avoir des fermes pilotes un petit peu, ou des fermes qui posent des questions et qui vont chercher des partenaires, les naturalistes du coin, des associations qui travaillent sur ces questions-là, ça permet aussi à un moment donné d'avoir plein de données et de pouvoir dire, en fait, vraiment, cette haie-là, ok, a un intérêt pour le carbone, mais elle a aussi un intérêt pour la biodive, et je vous le montre en fait. Est-ce que tu pourrais expliquer comment toi tu t'y es intéressé, si tu sais dire où ça a commencé, et pourquoi c'est important de préserver la biodiversité? Je pense que déjà, si mes parents n'avaient pas été en agriculture bio, je ne me serais pas installée, ou alors j'aurais converti si ça avait été possible, et sinon je ne serais pas revenue. Et je pense que le principe de la bio, c'est vraiment ça, c'est travailler avec le vivant. Forcément, je suis fille d'agriculteur et j'ai un papa qui était très proche de la nature et qui avait très à cœur de me montrer le monde sauvage aussi. Et du coup, quand on commence à comprendre la complexité des équilibres, quand on passe en agriculture biologique, on se rend compte qu'en fait ça nous dépasse. C'est pas simplement nous, notre intérêt, c'est bien plus que ça. C'est notre rapport au vivant, c'est la beauté de la diversité, c'est ce qu'on maîtrise pas et qui fait équilibre sans nous. C'est trop beau quoi. Et c'est un challenge de réussir à produire quand même, tout en maintenant toute la complexité de ces écosystèmes. Et parfois, les agriculteurs bio le savent, ça marche pas tout le temps, mais pour toutes les fois où ça marche ou pour toutes les fois où on se sent fier d'être gardien de ça, et de laisser ça être, c'est beau quoi. Moi, dans l'idée, la perfection de mon métier, c'est de réussir à en faire le moins possible et que ça produise quand même. Ça, c'est le but absolu. Et c'est l'espace de recherche pour arriver à ça qui est hyper intéressant. Ça me fait toujours grandir quoi. Ça change mon rapport aux choses et c'est précieux de réussir à changer de certitude. Parfois, c'est c'est important. Tu saurais dire, par exemple, là tu décris un peu le cas idéal. Est-ce que tu as eu dans les dernières années des moments où tu t'es dit, là je suis vraiment pas loin de cette perfection? Non. On recomplexifie l'écosystème, on fait du maraîchage, on fait attention à Noé, on a remis un verger, on diversifie nos manières de faire aussi. On fait du pâturage tournant, mais on fait aussi du pâturage extensif parce que voilà. Donc on complexifie de plus en plus. Mais non, j'en suis pas encore là, mais ça fait 10 ans. Je pense que c'est toute une vie et que ça doit continuer après. Je pense qu'il y a eu toute une période où c'est la chimie qui a pris le dessus sur la compréhension du vivant et sur la manière de le gérer. Et à la fois, là, le défi, c'est de retrouver ce qui se faisait naturellement sans qu'on sache pourquoi, de savoir l'expliquer et de trouver d'autres techniques peut-être plus performantes aussi si c'est possible. Donc en fait, il y a tout à redécouvrir, tout à assimiler et tout à faire progresser. Donc c'est infini comme travail. C'est quoi ma juste place en tant qu'agricultrice dans le monde dans lequel on vit quoi? C'est réussir à faire mon boulot en y mettant un sens en fait. À conjuguer les impératifs qui sont ceux de notre monde, de réussir à gagner sa vie, de réussir à produire pour que les gens mangent, mais de le faire en gardant le sens, en gardant le pourquoi en fait, et comment on le fait. Et c'est hyper important pour moi, ça change tout. L'élevage, je pourrais être carrément critique. Je pourrais carrément dire, franchement, j'élève des animaux pour les tuer à la fin. Quel sens? Je comprends les critiques qu'on nous fait. Mais j'y mets du sens en fait. Mes animaux, je travaille la confiance avec eux, je ne m'estime pas au-dessus d'eux, on travaille en synergie et ce rapport au monde-là, peut-être c'est pas grand-chose en fait, mais c'est tout. Parce qu'il y a l'intention derrière et je mets en place plein de techniques du coup, j'essaie de coller le plus possible à ça, à être à la juste place et pas simplement à être dans une espèce de posture ultra dominante et finalement où il n'y a pas vraiment de bonheur quoi. C'est un petit peu comme un chef d'orchestre en fait. Mais carrément, ou un gardien, ou juste l'idée étant de faire en sorte que tout se passe le mieux possible en ayant le moins d'impact. C'est vraiment ça.
Moi, je pense que plus on va avancer vers le réchauffement climatique, plus on va avancer vers une géopolitique compliquée, plus on va avoir du mal à aller chercher du pétrole, plus on va avoir des difficultés à faire des engrais chimiques de synthèse, plus on va avoir de difficultés à trouver des molécules qui sont suffisamment fortes pour éliminer les pathogènes. En fait, on risque d'aller dans l'impasse, là. C'est ça qui se passe. Plus on va vers ça, plus on va avoir du mal à aller chercher ce que moi je défends, c'est-à-dire un rapport autonome dans nos fermes, la complexité du vivant et toute une ingénierie naturelle qui fait le boulot à la place de la chimie. C'est quand même, voilà, pour moi c'est à la fois plus beau, c'est plus rationnel. Je pense que ça va le faire. Je sais pas quelle heure il est, il va falloir que j'y aille moi parce qu'on a laissé après. Ouais. Il est 35, tu veux qu'on y aille, on peut venir avec toi ou tu veux faire comment vous allez prendre la voiture, on va aller rechercher les vaches, peut-être elles sont en bas, je sais pas trop, on va voir. Enfin, je vais vous emmener au Vermont et puis je remonterai très après, au pire c'est pas très grave. Pendant que tu es en voiture, hein, c'est ça ? Ouais. Donc ça c'est un paysage de bocage, comme on aime. Alors, décris, vas-y. Alors là, du coup, on a à la fois le pré-verger, puis en dessous, on a une haie du coup en trogne qui a été taillée cet hiver. Donc on voit le gros tas de bois là qui va être déchiqueté bientôt. Et puis à côté de ça, on a la haie avec des branches de 15 ans juste à côté qui va être taillée l'année prochaine. Et on a toute une vue sur le bocage tirachien, où il y a beaucoup de prairies et beaucoup d'arbres. Et c'est très vert, ça fait plaisir cette année. Oui, c'est archi vert. C'est pas comme ça tous les ans. Non, c'est de moins en moins comme ça malheureusement. Et alors là, on se rend compte que par exemple dans les années de sécheresse extrême, mais il faut que ce soit vraiment une sécheresse extrême, quand on regarde au pied de la haie, il y a peut-être 5 mètres où il pousse plus rien, mais par contre sur l'amplitude de 15 mètres ensuite, là l'herbe elle reste quand même verte, quand bien même il fait très très sec. Donc en situation extrême, bien sûr que l'arbre est une solution à la sécheresse, mais le problème qu'on a, c'est que je pense que la sécheresse va pas assez vite pour que les gens s'en rendent compte. C'est-à-dire, tu veux dire que c'est pas assez drastique. Voilà, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas assez drastique pour être réellement visible, sauf quand on a vraiment envie de regarder. Et je pense que quand ce sera vraiment visible, ce sera trop tard pour implanter des arbres. Parce que là, nous, par exemple, sur certaines haies, on a été obligé de les arroser. Ça n'est jamais arrivé. Ouais. Si j'avais dit ça à mes grands-parents, qu'on avait arrosé une haie pour la replanter, ils se seraient moqués de nous. Est-ce que tu peux peut-être un peu plus détailler les bénéfices qu'on a à planter des haies et à être dans ce type de paysage de bocage plutôt que de grands Alors le premier intérêt de la haie, c'est d'abord elle est anti-ruissellement, ça c'est quand même hyper important, elle maintient la structure du sol. Par ailleurs, une haie, elle permet aussi d'éviter le trop de vent, qui est quand même un pouvoir asséchant, mais même en grande culture, ça c'est hyper intéressant, parce que du coup quand on a des grandes plaines, le vent sèche très vite. Quand on a des haies qui coupent le vent, ça permet de garder l'eau de manière plus longue, quoi. Moi j'ai un intérêt pour mes vaches parce qu'elles peuvent s'abriter en dessous. J'ai un intérêt pour le maraîchage parce qu'il y a des auxiliaires et du coup il y a un équilibre écosystémique qui se crée. Bon, on sait aussi que dans les périodes de sécheresse on peut se servir de l'affouragement vert pour pouvoir nourrir les animaux. Donc en cas de vraiment aléa climatique très très important, on sait que c'est une ressource disponible qu'on peut utiliser quoi. En tout cas nos haies sont prêtes à nous. Sur ces arbres là on a du sorbier, on a des épines noires. On a du charme, on a de l'aulne, plein d'autres arbres. Comment tu décides quels arbres tu mets Alors ça, on a travaillé avec Françoise. L'idée, ça dépend du type de haie qu'on veut. Est-ce qu'on veut une haie basse? Est-ce qu'on veut une haie haute? Est-ce qu'on veut une haie basse avec des arbres hauts aussi? Enfin voilà, quel aspect on veut donner à la haie. Et puis après, on met des essences qui vont bien ensemble, qui se complètent bien. Et pour choisir l'aspect que tu veux donner à la haie, là tu le décides par rapport à ton besoin sur cet espace. Donc, ouais, si par exemple c'est un endroit où il y a beaucoup de vent, tu vas faire plutôt une haie haute, même pas multi-étage pour que ça coupe le vent partout. Si tu mets une haie haute, enfin elle va, oui c'est ça, enfin elle va monter et tu laisses au pied pour qu'il n'y ait pas de. Et puis si tu veux plutôt juste une haie de séparation, tu vas faire une haie plutôt basse parce que c'est pas un coin qui t'arrange et du coup voilà, ça dépend vraiment de l'usage que tu veux en avoir. Ok. Pourquoi les haies c'est bénéfique pour la biodiversité? Ça sert de table d'alimentation. En fait, c'est aussi pour ça, on parle des normes, etc. Mais les haies, elles produisent des baies qui sont mangées par des oiseaux et par des animaux l'hiver, et du coup, et qui leur permettent aussi de faire des stocks.
pour les mammifères notamment. Et du coup, elles servent de garde-manger. Donc les oiseaux ont tendance à aimer quand il y a des haies, quand il n'y a plus rien d'autre à manger. Il y a plein d'insectes qui adorent se nicher dans le bois mort, etc. Et puis il y a plein d'insectes qui adorent se nicher dans les feuilles et se nourrir de l'arbre aussi. C'est multi-espèces un arbre. Il y a vraiment plein du tronc, des racines même. Quand on parle des racines des arbres et de la mycorhize, c'est hyper intéressant aussi. On ignore beaucoup de choses sur la mycorhize et sur les équilibres qu'elle permet et sur la synergie qu'elle fait aussi dans la fertilité et dans la résilience des espaces. Donc en fait voilà, c'est aussi l'arbre, il a quelque chose de très mystérieux aussi. Oui, on va se faire saucer. Ah ouais. C'est marrant quand c'est comme ça chez moi, le vent et l'humide, il y a encore 1 heure en général avant que ça tombe. Là vous dites c'est bientôt quoi. Ouais. Oui, ça commence. J'ai pas pris mon kawaii. Ça va ton matériel? Je le mettrai sous la chemise au pire. Ça va. C'est comment la pluie ici? Ça se met à tomber. Voilà, c'est des pluies d'orage. Oui, ça va être une grosse drache. Ah super. Papa il replante des petits chênes pour les remettre dans les haies après. Donc on a une pépinière de petits chênes là. Les remettre dans les haies, c'est-à-dire il les déplace? Bah oui, donc là il fait une pépinière, donc il replante plein de petits chênes et puis quand ils seront suffisamment gros, on les remettra dans les haies pour compléter où on recréera une haie. Ils sont où les petits chênes? C'est là, regarde. Cet épisode touche à sa fin. oui, ok. On va récapituler. Parce que je regardais ça, Réveil! Allez! Allez, Il y en a 2 qui se lèvent timidement. Le principe de la bio, c'est vraiment ça, c'est travailler avec le vivant. Et en fait, ça, c'est du bon sens paysan, mais c'est pas du bon sens paysan tout seul dans sa ferme. Ça marche pas comme ça, en fait. C'est du bon sens collectif et c'est de l'intelligence collective. Et c'est tout l'enjeu, là, je pense, des prochaines années, c'est réussir à dire que la biodiversité, ok, c'est beaucoup plus difficile à compter que le carbone, mais c'est tout aussi important. Allez, les filles! Allez! Pour moi, la haie, elle est capitale dans nos écosystèmes. Voilà, l'idée, c'est d'aller... Je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir si on n'a pas un maillage suffisant de biodiversité et d'infrastructures agroécologiques. Donc, des vaches qui sont allongées dans l'herbe. Et elle va les voir une par une pour leur dire de se lever. On est fiers de cette donnée du mal, quelque chose de complet et de beau à regarder et en plus de multifonctionnel. Donc ça fait vraiment sens avec le label bio, je trouve l'ensemble, c'est plus de cohérence aussi, quoi. Allez, viens. Allez. Allez, les cocottes. Allez. On y va. Salut Laure. Pour le prochain épisode, je te propose d'aller voir Carmen et Martin du domaine viticole Etché, près de Perpignan. Leur département, c'est le plus sec de France. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir comment ils s'adaptent. Tu penses que ça va s'arrêter dans 5 minutes? Pourquoi? Il y a des nuages partout là. Ouais. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. C'est un bénéfice de la haie qu'on n'avait pas cité. On peut s'abriter de la pluie. Oui, c'est vrai. Pour les animaux, ouais, carrément. C'était peut-être ça le dernier truc.